Les preuves retrouvées sur les lieux d'un double homicide laissent penser que ce crime implique deux meurtriers, jusqu'à ce que les enquêteurs remarquent un précieux indice. Un petit débris de verre, découvert sur la semelle de l'une des chaussures des deux victimes, modifie le cours de l'enquête. Une caméra de surveillance filme l'enlèvement d'une jeune femme de 19 ans dans l'épicerie d'une station-service. Les experts doivent trouver un moyen d'améliorer la qualité des images pour révéler des pistes. Ils finissent par retrouver la trace de la jeune femme à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Un couple, âgé et sans défense, vit paisiblement dans une étrange maison dont les fenêtres sont obstruées. A-t-il quelque chose à cacher? Se livre-t-il à des activités illégales? Ou préfère-t-il se dissimuler à l'abri des regards afin d'éviter d'attirer la convoitise éventuelle de cambrioleurs? En décembre 1996, un facteur de Toledo dans l'Ohio remarque que le courrier s'accumule devant la maison de Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk. Les voisins affirment ne pas avoir vu ce couple de personnes âgées depuis quelques jours. Gertrude, 69 ans, Trudy pour ses proches, et Edward, 72 ans, vivaient ensemble depuis plusieurs années. Impossible de voir à l'intérieur de la maison, car les fenêtres sont calfeutrées de plastique, de carton et de papier aluminium en guise de protection isolante pour préserver la chaleur. Ne sachant pas quoi faire, les voisins décident d'appeler la police. Quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'affaires partout dans la maison et des cartons empilés les uns sur les autres, comme si quelqu'un s'apprêtait à déménager. Au beau milieu de ce désordre, les inspecteurs retrouvent les corps de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk étendus sur le sol du salon. Ils sont morts il y a déjà plusieurs jours. Mais cela ne ressemble pas à un meurtre ordinaire. C'était un crime très violent. On voyait bien qu'ils s'étaient débattus. Il y avait des marques de blessures pratiquées à l'arme blanche. De toute ma carrière dans la police, c'est l'une des pires scènes de crime que j'ai vues. L'autopsie révèle que Trudy et Ed sont morts à la suite de plusieurs blessures à la tête infligées avec un objet contondant. D'autres preuves laissent aussi penser que le meurtrier cherchait à extorquer des informations aux deux victimes. Il a dû d'abord leur infliger des blessures légères. La personne était probablement en train de dire « Où est l'argent? Où est l'argent ?» ou un truc du genre. C'était simplement de la torture pour les faire parler. C'était un vrai champ de bataille dans cette maison. En fait, on aurait dit que le meurtre avait été commis dans un état délirant. Le ou les meurtriers se sont emparés de tout ce qui leur tombait sous la main dans la maison et s'en sont servis comme armes. Nous avons toujours pensé qu'il y avait au moins deux personnes impliquées, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un double homicide avec deux corps placés l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas été tués avec une arme à feu, ils ont été tués lentement à la suite de multiples coups. Les inspecteurs remarquent aussi que le ou les assassins ne sont pas entrés par effraction. Cela nous indique que la personne qui a commis le crime connaissait probablement les victimes et qu'elles l'ont sans doute laissé entrer. Non seulement Ed et Trudy vivaient ensemble, mais ils étaient aussi partenaires en affaires. Ils possédaient plusieurs biens immobiliers qu'ils louaient aux personnes à revenus modestes et aux étudiants. Quand un locataire partait en laissant des affaires derrière lui, le couple avait l'habitude de les conserver. Ed et Trudy ne jetaient jamais rien. Il est difficile par conséquent de savoir si quelque chose a disparu. Nous avons retrouvé de l'argent dans des livres et dans des portefeuilles, des liasses de billets encore emballés. Ils en cachaient là où personne n'aurait pensé à chercher. Les membres de leur famille remarquent que le collier que Trudy Thompson portait toujours autour du cou a disparu et le signalent à la police. C'est un pendentif en or avec 2 éléphants, un cadeau que son père lui avait offert bien des années plus tôt en Autriche, quand elle était encore enfant. Ce collier était supposé porter bonheur.
La police a vite pris conscience de l'importance de ce pendentif. En remontant la piste d'un objet volé à travers toute la chaîne de ses propriétaires, il serait possible d'apprendre, avec un peu de chance, qui l'avait volé à Gertrude Thompson. La police fait donc publier une photo du bijou à la une du journal local, le Toledo Blade. Personne ne se manifeste et aucun des vendeurs de bijoux d'occasion de la ville n'a vu le collier. Alors que les enquêteurs tentent de rassembler des informations sur le couple, la fille d'Ed, Denise Kowalczyk, affirme que Trudy était très dure en affaires. Trudy pouvait se montrer très autoritaire et dominatrice. À mon avis, elle devait souvent faire la morale à ses locataires, comme elle le faisait avec mon père. Les membres de la famille pensent que le motif du meurtre n'est pas le vol, mais plutôt un désaccord commercial. Comme par exemple un locataire qui leur en aurait voulu, qui lui en aurait voulu à elle particulièrement. Étant donné les gens auxquels il louait, ça ne semblait pas surréaliste. Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk ont été sauvagement assassinés dans leur maison qui renferme un bric-à-brac invraisemblable. Le vol était-il le mobile du double crime? Des liasses de billets cachés dans les endroits les plus improbables laissent penser que le couple possédait des économies. Pour dresser l'inventaire des objets dérobés et relever d'éventuels indices, les enquêteurs trient tous les éléments matériels retrouvés sur la scène de crime. Dans le même temps, Diane Barnett, le médecin légiste, tente d'identifier l'arme du crime. Sur le crâne, elle avait des marques longues et linéaires. J'ai remarqué des rainures très précises sur la table externe de la voûte crânienne. Elle présentait aussi des marques qui m'ont porté à croire qu'on l'avait frappée avec le coin d'un objet. Le docteur Barnett réussit à identifier l'origine de ces blessures, un pied de lampe rectangulaire retrouvé sur le lieu du crime. Julie Saul, anthropologue médico-légale, fait le lien entre une autre blessure à la tête et une lampe en cuivre laissée à proximité des deux corps. En étudiant le motif rainuré du pied de lampe et les marques laissées sur l'os, j'ai pu affirmer à la police que cet objet-là avait certainement servi à infliger ces blessures. Malheureusement, on ne retrouve aucune empreinte sur ces objets. Le médecin légiste déclare que Trudy et Ed se sont probablement défendus contre leur agresseur car ils présentent des coupures sur les mains, sans doute faites par un couteau. Enfin, un minuscule indice retrouvé sous la chaussure d'Ed Kowalczyk permet de répondre à une question importante. Il s'agit d'un petit débris de verre enfoncé dans la semelle de ses chaussures. Ce verre provient d'une ampoule brisée, ce qui permet aux enquêteurs de déduire qu'Ed a dû entrer dans la pièce quelque temps après le début de l'agression. Il est sans doute arrivé de l'extérieur, car on retrouve son manteau accroché derrière la porte d'entrée. En quête de suspect, le répondeur téléphonique du couple fournit un premier indice à la police. Sur la cassette du répondeur, il y avait des messages de locataires. Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk étaient propriétaires. Les gens leur laissaient des messages. Mais seul un locataire a appelé à de nombreuses reprises. Il s'appelle Ethan Walls. Quand la police l'interroge, Walls déclare qu'il est passé chez Ed et Trudy pour payer son loyer. Il a remarqué que la boîte aux lettres débordait de courriers, a frappé à la porte et comme personne ne répondait, il a laissé le chèque de son loyer dans la boîte avant de rentrer chez lui. Je l'ai mis dans leur boîte aux lettres. Il y avait déjà beaucoup de courriers. Mais je ne me suis pas posé de questions. 2-3 jours sont passés. Je leur ai laissé un message en leur disant de me contacter. Personne ne m'a jamais rappelé. Walls admet ensuite être retourné chez Ed et Trudy pour récupérer son chèque et dépenser cet argent. Ces deux affirmations indiquent que Walls s'est rendu 2 fois sur le lieu du crime pendant la période où le double meurtre a été commis. D'un seul coup, Ethan sort cette histoire très bizarre sur un chèque inséré dans la boîte aux lettres et récupéré quelques jours plus tard. En plus, une informatrice prend contact avec la police pour dire qu'elle a vu Ethan Walls dans la maison d'un dealer de drogue au moment des meurtres. Elle déclare également que la chemise de Walls était tachée de sang.
Étant donné les traces de sang retrouvées sur les plafonds et sur les murs, sans parler de l'état des corps des deux victimes, on savait que le gars qui avait fait ça ne pouvait être que recouvert de sang. Walls nie avec véhémence l'histoire de l'informatrice. C'était un mensonge éhonté. Qui a osé affirmer ça? Qui a pu l'inciter à faire de telles affirmations? Complètement fausses, fabriquées de toutes pièces. En examinant les traces de sang sur la scène du crime, les inspecteurs remarquent un indice important. Les gouttes de sang sont de deux formes différentes et racontent donc deux histoires différentes. À un endroit, les gouttes sont allongées et rayonnent depuis le lieu où l'affrontement s'est produit. Les gouttes de sang qui proviennent d'un angle sont toujours plus longues et plus ovales, généralement avec une petite queue au bout. Plus la goutte est longue et ovale, plus l'angle d'où vient le sang est ouvert. Dans un autre endroit, loin des deux corps, la police remarque plusieurs gouttes de sang dessinant des cercles parfaits, dont deux à l'intérieur d'un vase en céramique brisé et une sur une feuille de papier dans le tiroir du bureau. Le sang retrouvé sur ces objets avait coulé directement juste au-dessus. À partir de cela, nous avons pu déterminer que ce sang n'appartenait probablement pas aux deux victimes et qu'il s'agissait sans doute du sang du suspect. Ces taches de sang ont été laissées par une personne qui se tenait là, immobile, et qui saignait, son sang s'égouttant sur les objets en dessous. La police confisque tous les couteaux trouvés au domicile d'Ethan Walls. Elle veut les analyser, à la recherche de sang humain, pour savoir si l'un d'eux a servi à commettre les meurtres. Aucun de ces couteaux ne révèle de traces de sang humain. La police compare également toutes les chaussures de Walls à une empreinte de pas ensanglanté laissée sur le lieu du crime. Aucune ne correspond. Mais comme le meurtrier a laissé du sang sur les lieux, les enquêteurs disposent d'un moyen radical pour savoir si le sang est celui de Walls. Vous savez, l'ADN, je veux dire par là que toutes les gouttes de sang se ressemblent. Ce sont les scientifiques qui peuvent faire la différence entre une goutte de sang et une autre. L'étude des traces de sang fournit des indices précieux aux experts médico-légaux sur le déroulement d'un meurtre. Les gouttes elliptiques apparaissent quand le sang tombe obliquement. Les giclures, quand l'angle selon lequel le sang frappe une surface est inférieur à 30 degrés. Les flaques indiquent généralement que la victime était statique et qu'elle s'est vidée de son sang au moment où son agresseur l'a frappée. Les traînées renseignent sur la direction du mouvement, tandis que les taches étalées suggèrent qu'un objet a été pressé contre la surface ensanglantée. Si ces informations permettent de reconstituer le mode opératoire du tueur, l'analyse de son ADN peut conduire à son identification. Les résultats des analyses surprennent tout le monde, en particulier Ethan Walls. Ils m'ont arrêté. Environ 5 mois après l'analyse d'ADN. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui a bien pu se passer. Walls s'est rendu au domicile du couple au moment des meurtres et une informatrice affirme l'avoir vu à la même période, vêtue d'une chemise tachée de sang un soir chez un dealer de drogue. Walls fournit un échantillon sanguin à la police pour qu'elle le compare au sang retrouvé sur la scène du crime. Les enquêteurs pensent que le meurtrier s'est coupé en frappant les victimes avec une lampe en cristal. On suppose qu'il tenait la lampe de cette façon lorsqu'il les a frappés avec le pied en métal massif. Il s'est sans doute coupé lorsque le cristal s'est brisé dans sa main. Les médecins légistes analysent l'ADN du sang retrouvé sur les lieux. Sur la lampe en cristal, on identifie le sang de 3 personnes différentes, celui des 2 victimes et celui du meurtrier. Angela Lannin, en charge de l'analyse ADN, compare le sang d'Ethan Walls avec ce mélange. Si c'est le sien, alors 2 marqueurs numérotés doivent correspondre à ceux du mélange. Le sang d'Ethan Walls correspondait aux numéros 18 et 28.
Le mélange présentait bien un 18, mais pas de 28. On pouvait donc exclure automatiquement toute présence de son sang dans ce mélange. Mais les procureurs restent convaincus qu'il y a plus d'un meurtrier. En se reposant sur le témoignage de l'informatrice, ils pensent que Walls est l'un des deux. Walls est arrêté et inculpé du meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk. Le jour où ils sont venus m'arrêter, la dernière chose que je leur ai dite, c'était « S'il vous plaît, continuez à chercher le tueur. Parce que pendant que vous misez tout sur moi, quelqu'un d'autre est en train de s'en tirer. » C'est la dernière chose que j'ai dite quand ils m'ont passé les menottes. Continuez à chercher. Ethan Walls sait qu'il risque la peine de mort s'il est jugé coupable. La colère et la frustration le rongent. C'est un peu comme être au fond d'un puits. Vous criez de toutes vos forces, mais personne ne vous entend. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis innocent et personne ne vous entend. Alors que les procureurs s'apprêtent à juger Ethan Walls, leur témoin clé, l'informatrice, fait une surprenante confession au procureur Tim Brown. Elle déclare avoir menti au sujet d'Ethan Walls. On n'a jamais vraiment su pourquoi elle avait menti. Elle a dit « J'ai menti sur cet homme et c'est mal. Je ne vais pas témoigner contre lui. » Nous ne pouvons pas toujours contrôler les pressions que subissent les témoins. Et elle s'est rétractée. C'est la seule façon de décrire sa confession. Elle a opéré un tournant à 180 degrés. Brown n'a pas d'autre possibilité que de rendre un non-lieu dans l'affaire Ethan Walls. Vous savez, quand vous êtes procureur, le jour où vous laissez tomber une affaire de peine de mort, c'est une très mauvaise journée. Parce que tout ce sur quoi vous avez travaillé vient de vous glisser entre les doigts. Je restais confiant. Je savais que je rentrerais à la maison. Je n'ai eu aucun doute là-dessus. J'étais sûr de rentrer chez moi. Cette décision replonge les familles des victimes dans la peur. C'est dur de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dehors, en liberté, qui est sans doute très malade et très méchant, et qui risque de faire souffrir une autre personne. Pour la police, c'est un retour à la case départ. C'était très frustrant, car 2 personnes âgées de notre communauté avaient été assassinées brutalement. On croyait avoir des preuves tangibles. Le sang et le pendentif disparus. Avec de tels éléments, on pensait vraiment trouver un suspect sur lequel concentrer nos efforts. Le principal suspect ayant été innocenté par l'analyse sanguine et en l'absence d'autres indices, l'enquête est au point mort pendant 2 ans. Et plus le temps passe, moins les enquêteurs ont de chances de remonter la piste jusqu'au coupable. Tous les détectives connaissent la règle des 72 heures. Si une affaire n'est pas résolue dans les 3 jours, les chances de l'élucider diminuent. Et c'est vrai, la police n'a pas résolu l'affaire en 3 jours. Mais elle continuait à chercher. Pendant les 2 années qui suivent le double meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk, les enquêteurs explorent diverses pistes, mais sans succès. En juillet 1998, les choses tournent enfin à leur avantage. Un jour, Annette Chiaverini, une prêteuse sur gage, décide de faire le ménage parmi les vieux journaux et magazines qui s'entassent depuis des années chez elle. Ma mère est plus qu'excentrique. Croyez-le ou non, elle ne jette jamais rien. C'est une vraie collectionneuse. Annette cherche quelque chose à lire cet après-midi-là pour passer le temps. Au milieu d'une pile de journaux, elle en sort un. Elle l'ouvre et commence à lire un article publié par la police de Toledo à propos d'un double homicide. C'est un article vieux de 2 ans qui évoque le meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk. En regardant la photo des victimes, elle remarque quelque chose qui lui est familier. Le pendentif avec les éléphants en or autour du cou de Trudy Thompson. Elle m'a appelé et elle n'arrêtait pas de crier « Où est ce pendentif avec les éléphants ?» Et je lui ai répondu « Maman, il est dans le coffre !»
Madame Chiaverini n'a pas vendu le pendentif. Il est identique à celui que Trudy Thompson porte sur la photo du journal. Je dirais que ça n'arrive qu'une fois sur 1 million. Conserver un journal tel que celui-ci, Heureusement, Madame Chiaverini a conservé tous les bons de ses prêts sur gage. Celui qui correspond au pendentif est daté du 3 décembre 1996, soit à l'époque du double meurtre. Il permet d'identifier son vendeur, Gordy Candy. Candy déclare qu'il n'était qu'un intermédiaire et que James Jordan lui avait demandé de gager le collier à sa place. Jordan travaillait comme homme à tout faire pour Trudy Thompson à l'époque des meurtres. La police vérifie ses antécédents et découvre que Jordan a été arrêté pour un autre cambriolage quelques semaines seulement après le double meurtre et qu'il purge désormais une peine de 45 ans d'emprisonnement au Texas. Quand la police l'interroge, Jordan nie avoir tué le couple. Les médecins légistes recueillent un échantillon d'ADN en prélevant de la muqueuse à l'intérieur de sa joue, puis le comparent aux gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime. Nous en avons conclu que James Jordan était bien la personne qui avait laissé du sang sur les lieux. James Jordan est inculpé des meurtres de Gertrude Thompson et Edward Kowalczyk. D'après les procureurs, le motif du crime est le cambriolage. Jordan cherchait à voler l'argent des loyers pour acheter de la drogue. Jordan aurait d'abord torturé et tué Trudy, se coupant la main avec une lampe brisée et laissant des gouttes de sang dans le salon. Il aurait également assassiné Ed dès que ce dernier est rentré chez lui. Alors qu'il cherchait de l'argent, du sang aurait coulé de sa main et se serait répandu dans le tiroir du bureau. Avant de quitter les lieux, Jordan se serait emparé du pendentif de Trudy, puis aurait demandé à un ami de le mettre en gage pour lui. Le pendentif ne lui a pas rapporté plus de 20 $. Mais cette transaction de 20 $ a permis d'aboutir à l'arrestation de Jordan. Sans cette imprudence, nous n'aurions jamais pu remonter jusqu'à lui. Au procès, Jordan se défend seul et tente d'expliquer pourquoi on a retrouvé son sang dans le bureau de Trudy. Il prétendait qu'elle avait l'habitude de ranger ses pansements dans le tiroir du bureau et qu'ayant déplacé des meubles ou bricolé quelque chose, il aurait soi-disant versé une goutte de sang à cet endroit, en cherchant un pansement. Mais Jordan n'a aucune explication à fournir pour justifier la présence de son sang à l'intérieur du vase brisé. Il affirme avoir été en possession du pendentif de Trudy parce qu'elle le lui avait donné pour payer ses services d'homme à tout faire. Mais le jury ne croit pas à son histoire. James Jordan est accusé de 2 meurtres qualifiés et condamné à la peine de mort. L'affaire est résolue grâce à la prêteuse sur gage qui ne jetait jamais rien, mais également grâce aux médecins légistes qui ont réussi à reconstituer le crime sur la base des indices matériels. Une bonne enquête de police, un peu de chance et quelques preuves scientifiques. Ça forme un tout. Vous en conviendrez, la résolution de cette affaire est à peine croyable. Il aura fallu qu'une prêteuse sur gage s'ennuie, qu'elle prenne au hasard un journal vieux de 2 ans, qu'elle y découvre la photo de Trudy Thompson, qu'elle remarque que la victime d'un assassinat dont plus personne ne parle porte autour du cou un pendentif constitué de 2 éléphants superposés et, pour finir, qu'elle fasse le lien entre ce pendentif et le bijou qu'elle avait acheté autrefois 20 $ et qu'elle avait entreposé dans son coffre. Comme le rappelle un inspecteur, il existait une chance sur 1 million pour que cet enchaînement de coïncidences puisse se produire. Après avoir vainement tenté de se défendre seul, sans l'aide d'un avocat commis d'office, James Jordan fut condamné à mort. La sentence ne sera exécutée qu'une fois qu'il aura purgé au préalable une peine de 20 ans de prison pour vol et cambriolage aggravé.
les 3 peines s'additionnant dans la jurisprudence américaine. Dans le but de diminuer la criminalité par une présence dissuasive, la vidéosurveillance s'est généralisée dans un grand nombre de pays. Disposée dans les lieux publics, dans des magasins ou des entreprises privées, des milliers de caméras traquent le moindre mouvement des citoyens. Tenez à titre d'exemple, la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 4 millions d'installations, dont 500 000 à Londres. Faute d'études statistiques indépendantes, l'efficacité des systèmes de vidéosurveillance fait aujourd'hui débat. Mais que faire lorsqu'une agression se produit dans une station-service, qu'elle est filmée par 4 caméras de sécurité, mais que les images sont d'une qualité inexploitable par la police? Nous sommes à Moose Lake, dans le Minnesota. Voici une des raisons qui explique son surnom de terre aux 10 000 lacs. Cathy Poirier habite dans cette petite ville située à la périphérie de Duluth. Elle était pétillante de vitalité. Elle était toujours très active et pleine d'ardeur dans tout ce qu'elle entreprenait. Les centres d'intérêt de Cathy sont sa famille, le sport et ses chiens. Elle voulait devenir officier de police ou garde-chasse. Elle s'est toujours passionnée pour les animaux. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1998, Cathy étudie le droit pénal dans un centre universitaire local. Elle se fiance également avec son petit ami Marc. Cathy travaille dans ce magasin de station-service à Moose Lake. Sa mère ne voulait pas qu'elle accepte ce poste. Je la mettais en garde contre les personnes mal intentionnées qui pouvaient y aller. Elle me disait alors de ne pas m'inquiéter. C'était sa manière d'être. Elle faisait facilement confiance aux autres. Un soir, vers minuit, alors que Cathy travaille de nuit, seule, un client appelle la police pour l'informer que le magasin est ouvert, mais qu'aucun employé n'est présent. Vous voulez dire la station-service Conoco à Moose Lake? La police se rend sur les lieux. Il n'y a aucune trace de violence. L'argent de la caisse et du coffre n'a pas été volé. Les clés de voiture de Cathy sont encore dans le magasin. Des clients venus acheter des articles quelque temps après le départ de Cathy ont laissé des mots et de l'argent sur le comptoir. La police se demande si Cathy n'a pas quitté le magasin avec un ami. Un membre de sa famille ou un ami aurait pu venir la chercher en guise de plaisanterie ou dans un tout autre but. J'ai toujours su qu'elle n'était pas partie seule. Sa voiture était encore là. De toute manière, elle n'aurait jamais fait une chose pareille sans prévenir son responsable ou au moins fermer à clé le magasin. Le magasin dispose de 4 caméras de surveillance filmant différents angles. Elles montrent qu'un homme de race blanche a forcé Cathy à sortir du magasin et à se rendre sur le parking à 23h38. En fait, on pouvait voir les mains de l'homme près de la gorge de Cathy. Cathy avait les bras repliés en direction de sa gorge. Il la tenait par derrière. Les images sont floues et donnent peu de détails sur le ravisseur. Il n'y avait aucune caméra de surveillance à l'extérieur du magasin. On ne peut donc pas identifier le véhicule du ravisseur. On ne voit ce genre de choses qu'à la télévision, mais pas dans la réalité. J'ai tellement eu de mal à le croire. La jeune Cathy Poirier a été kidnappée dans le magasin où elle travaillait. Les caméras de surveillance le prouvent, mais permettront-elles d'identifier le ravisseur? La station-service étant située près d'une autoroute, il a pu quitter le quartier très rapidement. Dans l'espoir de retrouver la jeune fille vivante, les policiers fouillent les rues et les parcs voisins sans succès. Beaucoup de personnes du comté ont participé aux recherches. Des centaines, des milliers de personnes étaient présentes et prenaient ça vraiment à cœur. Retrouver Cathy était devenu quelque chose de capital.
Des voisins du magasin informent la police qu'ils ont vu un pick-up noir faire le tour du quartier avant l'enlèvement de Cathy. Une employée d'une sandwicherie proche du magasin raconte à la police qu'elle a vu le même pick-up noir dans le parking environ 3 heures avant la disparition de Cathy. D'après elle, son conducteur observait de manière étrange les clientes qui quittaient le magasin. Par intuition, l'employé a relevé une partie de la plaque d'immatriculation. Elle affirme que c'est une plaque du Minnesota et que ses premiers chiffres sont 557 et que la dernière lettre est Y. Les hélicoptères de la Garde nationale du Minnesota survolent la région à la recherche de Cathy Poirier, 19 ans. Au sol, des dizaines d'habitants bénévoles recherchent la jeune fille avec la police. Seulement, les jours passent et le ravisseur ne s'est toujours pas manifesté. On perd peu à peu espoir de retrouver Cathy vivante. Je ne voulais pas envisager cette possibilité. Je ne pouvais pas croire que ma fille était morte. La police interroge sa base de données pour localiser les pick-up noirs immatriculés dans le Minnesota et dont la plaque d'immatriculation commence par 557 et se termine par Y. Chose étonnante, des centaines de véhicules correspondent à cette description. Nous pensions avoir affaire à un prédateur sexuel expérimenté. Il est entré dans le magasin, a enlevé Cathy sans se soucier des caméras de surveillance. Les caméras de surveillance ont filmé l'homme qui a enlevé Cathy devant la station-service. Les images sont de mauvaise qualité et trop floues pour permettre une identification du ravisseur. La police envoie les cassettes à la NASA pour qu'elle tente d'améliorer la qualité des images. La NASA travaille en effet depuis longtemps sur l'amélioration des images envoyées de l'espace. Le docteur David Hathaway, physicien solaire, a mis au point la technique VISAR qui permet d'améliorer les images vidéo. Cette technique permet de stabiliser la vidéo pour caler ensemble toutes les images. On peut ainsi se débarrasser des nuisances que l'on voit quand on regarde une image fixe. D'après le docteur Hathaway, une image vidéo comprend 2 champs différents constituant une image complète. Il change si rapidement que l'œil humain ne le détecte pas. Le docteur Hathaway associe les images paires et impaires pour qu'elles puissent être visualisées simultanément. Il obtient ainsi 2 fois plus de lignes de résolution. Il y a un certain nombre d'images individuelles, des paires de champs que l'on peut également caler ensemble. Le docteur Hathaway parvient à isoler le ravisseur sur l'une de ces images fixes. Lorsqu'il améliore la qualité de l'image, il voit que le ravisseur est un homme aux cheveux courts, blonds ou gris. Il mesure environ 1,77 m et il est de carrure moyenne. Il porte une veste de baseball foncée, des New York Yankees, avec dans le dos le numéro 23. Même à l'aide de cette technique, on ne parvient pas à obtenir une image nette du visage du ravisseur. La première application à la criminologie du système VISAR eut lieu en 1996 pour traquer les auteurs de l'attentat dirigé contre les installations des Jeux Olympiques d'Atlanta qui fit 2 tués et une centaine de blessés. David Hathaway et Paul Meyer, les physiciens qui mirent au point cette technologie d'amplification d'un signal vidéo, réussirent à mettre en évidence sur les enregistrements des caméras de surveillance d'infimes détails qui aidèrent les enquêteurs à retrouver les coupables. Malheureusement, dans l'affaire qui nous intéresse, le gain est insuffisant pour identifier le kidnappeur. C'est pourquoi les policiers doivent avoir recours à une technique plus éprouvée. À l'aide de ces informations, un dessinateur dresse un portrait robot sommaire du ravisseur. La police l'envoie aux médias avec une description physique et vestimentaire du suspect. La police reçoit des centaines d'appels. Nous avions chaque jour un suspect différent, que nous surnommions le suspect du jour. Ces nouveaux suspects nous paraissaient prometteurs. L'un de ces appels conduit la police vers Donald Dean Christiansen. Il a déjà été condamné pour délit sexuel.
Christiansen n'était plus en prison au moment de l'enlèvement de Cathy. Cela ne faisait aucun doute. Monsieur Christiansen ressemblait à l'homme de la vidéo. Seulement la qualité de la vidéo était si mauvaise que l'on aurait pu trouver des dizaines d'autres personnes dans son cas, si on avait eu l'opportunité de les voir. Donald Dean Christiansen a plusieurs tatouages, dont un sur son avant-bras gauche. Seulement, les caméras de surveillance révèlent que le ravisseur n'a aucun tatouage sur l'avant-bras. Christiansen est lavé de tout soupçon. Votre nom, s'il vous plaît? 3 semaines après l'enlèvement de Cathy, Paula Francisco, opératrice, reçoit le coup de téléphone d'un citoyen détenant des informations. Il s'agit de la piste numéro 1960. C'était la première fois que j'avais l'impression de détenir une piste intéressante. L'auteur du coup de fil travaille dans une maison pour anciens combattants à Minneapolis. Il soupçonne un gardien qui vient de démissionner. Son nom est Donald Albin Blum. Il le trouve suspect car Blum a changé d'apparence à l'époque de la disparition de Cathy Poirier. Il avait changé de coiffure, il s'était rasé, alors qu'avant il portait une barbe. L'auteur du coup de fil affirmait l'avoir vu porter la veste des Yankees à de nombreuses reprises. J'ai senti des frissons me parcourir le corps, tout en pensant que cette fois était la bonne. Blum est âgé de 50 ans. C'est un homme marié et père de 4 enfants. Son casier judiciaire révèle qu'il a été condamné pour agression, viol et enlèvement au cours des années 70. Sa dernière condamnation remonte à 1983. Il avait forcé 2 jeunes femmes à aller dans la forêt sous la menace d'un couteau. Il les avait attachées à un arbre, mais par chance, elles étaient parvenues à s'enfuir avant qu'il ne les viole. Cette information m'a donné des frissons dans le dos. Une recherche sur le véhicule de Blum révèle qu'il ne possède pas de pick-up noir, le véhicule décrit par les témoins. La police effectue une perquisition au domicile de Blum, mais ne trouve aucune trace de Cathy Poirier. Blum clame son innocence et affirme avoir un alibi pour la nuit de la disparition de Cathy. Les enquêteurs découvrent que Blum possède une maison secondaire à Moose Lake. Ils procèdent donc à une autre fouille. Je pensais que, comme la police détenait le coupable, il allait lui dire où se trouvait notre fille pour qu'on aille la chercher. Les autorités allaient le faire parler et ma fille chérie allait rentrer à la maison. Une fois de plus, on ne trouve aucune trace de Cathy. Les enquêteurs remarquent cependant les restes d'un grand feu près d'une caravane sur la propriété. Des techniciens passent au crible les cendres du feu à la recherche de preuves. Ils trouvent de petits morceaux, apparemment des os. Je ne voulais pas dire à la famille Poirier que je croyais leur fille morte. Je n'allais pas anéantir tous leurs espoirs avant de détenir des preuves. La police fait appel au docteur Susan Thurston Meister, anthropologue médico-légale, pour examiner ces restes. Elle explique que les os humains et ceux des animaux sont différents. Les os humains sont caractérisés par leur structure circulaire, tandis que les os des animaux se distinguent par leur structure linéaire. Je les ai donc classés en 3 catégories, les os animaux, les os humains et les os non identifiables. En fait, certains morceaux étaient tellement petits qu'on ne pouvait déterminer s'ils provenaient d'humains ou d'animaux. Le docteur Meister examine les restes des os humains retrouvés pour déterminer l'âge et le sexe de la victime. Cette partie du bassin, appelée symphyse pubienne, s'est révélée capitale. L'os a un angle obtus de plus de 90 degrés, indiquant qu'il appartient à une femme. Cette surface ovale est extrêmement cannelée, ce qui signifie que c'est une jeune femme. Grâce aux fragments de crâne, le docteur Meister détermine l'âge de la victime. Les sutures crâniennes sont ouvertes. Elles fusionnent généralement vers l'âge de 35 ans. Le docteur Meister en conclut que la victime est une jeune femme. Les restes humains retrouvés dans les cendres du feu appartenaient à une jeune femme âgée de 17 à 24 ans. Ces éléments orientent les enquêteurs vers l'affaire Cathy Poirier, mais ils ne sont pas suffisants. Ces découvertes m'ont enfoncé davantage dans ce trou noir. Je ne voulais pas envisager la possibilité qu'il puisse s'agir à un moment ou à un autre de ma fille.
L'état des os ne permet pas d'effectuer des tests ADN. De plus, tous les os, une fois réunis, ne constituent que 25% d'un squelette humain. Manquait-il déjà des os au moment où ils ont été brûlés? Ou le meurtrier a-t-il retiré des os pendant qu'il brûlait? On ne sait toujours pas. On retrouve cependant dans les cendres du feu de Blum plusieurs dents. La police fait appel au docteur Anne Norlander, odontologiste médico-légal. Elle identifie les victimes au moyen de radiodentaires. Cette dent est la plus grosse et celle en meilleur état que l'on ait retrouvée. Les racines étaient légèrement rétrécies. Il n'y avait plus d'émail. Vous savez, cette protection extérieure recouvrant la couronne. Le docteur Norlander conclut que c'est une dent humaine. Elle compare la dent aux empreintes dentaires de Cathy. Sa forme et sa taille correspondent à la seconde molaire de la mâchoire inférieure gauche de Cathy, appelée dent numéro 18. Elle s'aperçoit également qu'il y a apparemment des restes de plombage dans la dent. Le docteur Norlander demande au médecin légiste de la police criminelle du Minnesota d'effectuer des examens du plombage. Mark Nielsen, médecin légiste, utilise un microscope électronique à balayage pour grossir le plombage. Il est au final des milliers de fois supérieur à l'original. Cet appareil nous permet de déterminer la composition de base d'une substance spécifique se trouvant à l'intérieur de l'échantillon. Le microscope bombarde une partie donnée de l'échantillon avec un faisceau d'électrons. Les divers composants vont réagir différemment au faisceau. Quand le faisceau d'électrons pénètre à l'intérieur de la matière, les électrons libèrent des énergies différentes, sous forme de rayons X. Et cette énergie est caractéristique de chaque élément. Par conséquent, grâce au type de rayon X, on connaîtra la composition de base de l'échantillon. Constituées du matériau le plus minéralisé de l'organisme, les dents résistent le mieux aux agressions telles que les températures élevées qui détruisent les autres tissus biologiques. Elles offrent ainsi une bonne alternative aux empreintes digitales et génétiques. La technique d'identification d'un cadavre carbonisé, grâce à sa dentition, remonte à 1897, après le célèbre incendie à Paris du bazar de la Charité. Un dentiste parvint ainsi à affirmer avec certitude que la duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice d'Autriche, faisait partie du nombre des victimes. En ce qui concerne la jeune Cathy Poirier, les résultats sont étonnants. Ils révèlent que la composition du plombage de la dent est tout à fait inhabituelle. Il contient des concentrations élevées de silicone et de zirconium à des taux encore jamais observés dans un plombage. Les médecins légistes contactent le docteur Mélanie Meyer, la dentiste de Cathy Poirier. Elle leur donne un élément intéressant. D'après ses archives, elle a remplacé le plombage de la dent numéro 18 de Cathy, et ce, 2 semaines avant son enlèvement. Le docteur Meyer affirme avoir utilisé un nouveau type de produit pour plomber cette dent, une substance qui n'est pas encore commercialisée. Ce produit, nommé Relay X-Arc, provient d'un échantillon qu'on lui a remis lors d'une conférence. Ce matériau a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec des plombages, afin qu'ils adhèrent aux dents. C'était une nouvelle technique qui n'était pas encore répandue. C'était tout nouveau. Le docteur Meyer indique aux enquêteurs que le Relay X est fabriqué par la société 3M. Son siège se trouve dans le Minnesota. La police prend contact avec les chimistes de 3M et apprend que le Relay X contient des concentrations élevées de zirconium et de silicone. Ce sont les mêmes composants avec les mêmes taux de concentration que ceux retrouvés dans la dent provenant des cendres du feu de Blum. Nous avions identifié la victime. Il s'agissait de Cathy Poirier. C'est toujours aussi dur à supporter. Un mouchoir, s'il vous plaît. Dans le garage de l'une des propriétés de Blum, les policiers retrouvent un pick-up noir. Sa plaque d'immatriculation correspond à celle recherchée par la police.
Dans les archives de l'État, son pick-up a été enregistré par erreur comme étant de couleur blanche. Donald Blum est arrêté et inculpé du meurtre de Cathy Poirier. C'est le crime le plus odieux de la Terre. Il n'y a rien de plus terrible, se faire enlever puis assassiner. Lorsque Blum voit les résultats du microscope électronique, il avoue être l'auteur du meurtre de Cathy, durant un interrogatoire enregistré avec l'agent spécial Phil Wagner. Sa voix était empreinte de froideur. Cet homme est vraiment mauvais. Blum avoue avoir kidnappé et assassiné Cathy Poirier. Il est entré dans le magasin de la station d'essence et a fait sortir Cathy. Puis il l'a mise dans son pick-up. Il l'a conduite chez lui. Il l'a forcée à s'agenouiller à l'endroit prévu pour le feu. Et ensuite, il l'a étranglée par derrière. Et il a fait brûler son corps. Cependant, 2 semaines plus tard, Donald Blum se rétracte, affirmant qu'on l'a forcé à avouer. L'accusation peut prouver que Blum se trouvait aux environs du magasin ce jour-là. Des facturettes de sa carte de crédit indiquent qu'il a acheté de l'alcool non loin de là vers 17 h. L'employé de la sandwicherie a vu Blum regarder avec insistance les clientes dans le parking vers 20 h, soit 3 heures avant l'enlèvement de Cathy. Blum a certainement remarqué Cathy à ce moment-là. Il revient à 23 h 30 et entre dans le magasin quand elle est seule. L'accusation expose ses preuves médico-légales au jury et particulièrement sa preuve maîtresse. Il s'agit de la substance retrouvée dans le plombage de la dent ayant permis l'identification de Cathy. Sa distribution est si limitée que ce produit n'a pas encore été commercialisé. Le jury approuve l'analyse au microscope électronique. Donald Blum est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict constitue une maigre consolation pour la famille Poirier. Il y a un siège vide à notre table. Lorsque la période de Noël arrive, nous ne faisons plus comme avant. Car le matin de Noël, le Père Noël ne passe désormais plus pour nos 2 enfants. Il aurait dû être en prison. La fille n'aurait jamais dû mourir. À la suite de cette affaire, les législateurs du Minnesota ont fait voter la loi Cathy. Elle condamne les délinquants sexuels reconnus coupables à des peines plus lourdes et offre à la police de meilleurs moyens pour retrouver d'anciens délinquants sexuels. La chaîne Conoco, qui employait Cathy, exige désormais qu'il y ait dans le magasin au moins 2 employés en même temps. C'est grâce à la science que Donald Blum a pu être condamné. C'est elle qui a mis cet homme dangereux hors d'état de nuire. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il se serait passé sans l'aide des médecins légistes. Nous avons vraiment eu de la chance d'avoir des personnes aussi compétentes pour nous donner les preuves nécessaires à une condamnation. Ce procès n'aurait jamais pu avoir lieu sans eux. Je travaille parfois sur des affaires vraiment étonnantes. Celle-ci en fait partie. Ce sont de simples détails qui font la différence. Ils se sont révélés être d'une importance capitale dans cette enquête. Il se trouve qu'il y avait une dent, et que c'était justement la dent sur laquelle avait travaillé la dentiste. C'est comme ça que l'affaire a été résolue. Amplification du signal vidéo d'une caméra de surveillance. Étude du squelette humain par une anthropologue médico-légale. Utilisation d'un microscope électronique à balayage pour analyser la composition du plombage d'une dent. Les experts n'ont pas lésiné sur les moyens pour confondre le kidnappeur et l'assassin de Cathy Poirier. En 2006, Donald Blum, condamné à purger une peine de prison à vie, tenta de négocier avec le procureur en arguant qu'il détenait des informations sur d'autres disparitions qui avaient eu lieu dans la région. En échange de ces révélations, il demanda son transfert dans une prison plus proche de son domicile. Mais, malheureusement, il ne tint pas sa promesse. Ainsi, prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi.
Rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Marshall, dans l'Illinois, est une petite communauté agricole située de l'autre côté de la rivière Wabash, face à Terre Haute, dans l'Indiana. La terre fertile permet de cultiver de vastes champs de maïs et de soja. Les plus grands propriétaires terriens de la ville étaient la famille Graby. Fred et Charlotte étaient des agriculteurs prospères qui travaillaient tous les deux à la ferme avec leurs filles, leurs fils et leurs belles-filles. Les Graby avaient tout pour eux. Ils avaient des ressources considérables. Charlotte avait reçu une très grosse somme d'argent en héritage. Ils n'avaient rien de pauvres fermiers démunis. Fred Graby était facile à repérer. Un homme d'1,90 m, pesant près de 150 kg, auprès duquel sa femme semblait minuscule. Quand je suis entrée dans la famille, j'ai trouvé que Fred était très gentil, très poli. Sa compagnie était plaisante. Il semblait vraiment m'apprécier. Ils étaient très consciencieux. Charlotte travaillait de l'aube au crépuscule. Comme dans tous les mariages, le couple Graby avait connu des hauts et des bas, mais il prit un tournant inhabituel. Fred Graby avait un faible pour les jeunes femmes, et peu après son mariage avec Charlotte, le couple divorça. Plus tard, ils se réconcilièrent et se remarièrent. Mais en 1981, Charlotte demanda à nouveau le divorce. Fred quitta le domicile conjugal pour une petite cabane située sur leur domaine. À l'époque, la raison du divorce était que Fred avait eu une aventure avec une jeune barmaid de 24 ans, Vicky McAllister. Ce n'était pas la personne la plus douée qu'on puisse trouver. Elle tenait un bar et sa réputation n'était pas vraiment immaculée. Le 24 juillet 1981, Charlotte Graby quitta la maison pour aller cultiver le soja dans les champs. Ses enfants s'attendaient à son retour pour le dîner, mais elle ne revint jamais chez elle. Après l'avoir cherché en vain, ils contactèrent le shérif local. Fred raconta au shérif qu'il avait parlé à Charlotte plus tôt dans la journée, près d'un hangar sur la ferme des Graby, et qu'ils avaient eu une conversation houleuse. Ils se sont disputés. Il a quitté le hangar, Charlotte l'a poursuivi avec sa voiture. Il a dit qu'elle n'avait pas pris son véhicule, qu'elle était partie et que c'était la dernière fois qu'on l'avait vue. Il prétendait l'avoir vue rouler sur la nationale. Voilà l'histoire qu'il n'a cessé de répéter. Dans le hangar, les autorités ont retrouvé le déjeuner intact de Charlotte sur son tracteur. Son sac à main était également dans le hangar, avec ses médicaments contre la migraine et son permis de conduire. Un voisin a dit avoir vu la voiture de Charlotte plus tôt dans la journée, mais le conducteur ne semblait pas être Charlotte. Ils ont vu partir le pick-up de Fred, puis ils ont vu la voiture de Charlotte derrière, avec une femme aux cheveux blonds et bouclés au volant. Charlotte Graby avait les cheveux bruns et courts. Quelques jours plus tard, la voiture de Charlotte Graby fut retrouvée le long de la route nationale de l'Indiana, garée face à un bar de Terre Haute. La police ne trouva aucune trace de sang ou de violence. Par contre, elle trouva un revolver chargé sous le siège. Les enquêteurs apprirent que Charlotte avait écrit une lettre peu de temps avant sa disparition,
et que cette lettre contenait un avertissement. Personne ne revit Charlotte Graby. Juste avant sa disparition, elle a demandé à ses enfants de faire une promesse. Si elle n'était pas revenue à 4h30 de l'après-midi, nous devions venir la chercher. La raison, elle avait peur de l'homme dont elle voulait divorcer, Fred Graby. Mon père avait des accès de colère sans aucune raison apparente. Ces colères étaient principalement dirigées contre ma mère, mais aussi parfois contre mon frère ou moi. Plus souvent contre mon frère que moi, en fait. Une fois en particulier, j'ai entendu des hurlements. J'ai donc couru dehors. Mon père et mon frère étaient en train de se battre. Mon père a attrapé mon frère par les cheveux et lui a frappé la tête contre l'aile du pick-up. Au point où nous en sommes dans l'évocation de cette affaire, j'en résume brièvement les faits. Le couple Graby connaît des hauts et des bas. Il divorce principalement à cause des infidélités de Fred. Mais les époux se réconcilient, se remarient, puis se séparent à nouveau. Cette fois, Fred a pris pour maîtresse Vicky McAllister, une femme de 24 ans, propriétaire de bar. Fred quitte la ferme et va s'isoler dans une cabane à l'autre bout du domaine. Le 24 juillet 1981, Charlotte disparaît sans raison apparente. Son déjeuner, ses papiers d'identité et ses médicaments sont retrouvés intacts dans un hangar. Des témoins pensent ensuite l'avoir vue au volant de sa voiture pourchassant le pick-up de son mari. Mais d'autres affirment que ce n'était pas elle qui conduisait. Peu après, la police retrouve sa voiture abandonnée. Puis elle découvre que Mme Graby a écrit une lettre dans laquelle elle a fait part à ses enfants de ses craintes d'être assassinée par son conjoint. 10 jours à peine avant sa disparition, Charlotte avait déposé plusieurs notes dans un coffre-fort de la banque locale. Dans ces notes, Charlotte accusait son mari de voler des équipements agricoles et disait qu'elle craignait de ne pas survivre au divorce. Elle disait qu'elle avait peur de Fred et de l'ami et associé de celui-ci, Dale Kessler. Quand la police interrogea Kessler, il raconta qu'il était chez lui le soir de sa disparition et que Fred Graby était avec lui. Lors de son procès, Fred Graby invoqua le 5e amendement et refusa de témoigner lorsqu'on lui demanda où il se trouvait le jour de la disparition de sa femme. Sans preuve tangible, l'enquête officielle piétinait. Le nom de Charlotte Graby vint s'ajouter à la liste des personnes disparues. Malgré une récompense de 25 000 $ promise par ses enfants, la disparition de Charlotte Graby demeura un mystère pendant encore 3 ans. J'y pensais tout le temps, du matin au soir. Comment puis-je retrouver maman? Elle vivait peut-être ailleurs, ou peut-être pas, mais pourquoi pas? Je m'accrochais à cette éventualité, et constamment je me disais, si c'était moi, elle ne renoncerait pas. Ne sachant plus vers qui se tourner, la fille de Charlotte engagea en 1984 un détective privé, Charles Pearson. Pearson découvrit que Fred Graby s'était récemment séparé de sa petite amie de l'époque, Vicky McAllister, et il partit donc dans l'Indiana à sa recherche. Presque depuis le début, Vicky McAllister semblait nerveuse en parlant de sa vie avec Fred Graby. Il fut capable de jouer avec ses émotions afin de lui arracher son terrible secret. Il s'agissait du secret entourant la disparition de Charlotte Graby. Son histoire était si horrible qu'il eut de la peine à le croire. Vicky raconta qu'elle était allée au hangar emprunter un tonneau à Fred pour transporter des ordures. Quand ils entendirent la voiture de Charlotte, Fred demanda à Vicky de se cacher derrière un tracteur. Charlotte et Fred se mirent aussitôt à se disputer et ils devinrent rapidement violents.
À en croire ce que Vicky McAllister nous a raconté, Fred étrangla Charlotte à plusieurs reprises. Il relâchait ensuite la pression, la laissant reprendre conscience, et recommençait alors à l'étrangler tout en lui parlant constamment. Vicky raconta qu'après que Graby eut étranglé Charlotte, entraînant ainsi sa mort, il la sodomisa. Ensuite, il utilisa un pistolet à graisse pour remplir tous les orifices de son corps et le rendre plus inflammable. Il plaça ensuite son corps dans le tonneau à ordures et l'emmena vers la rivière. Vicky conduisit la voiture de Charlotte et l'abandonna quelque part sur la route nationale de l'Indiana. Plus tard dans la soirée, Fred l'aspergea d'essence, et tandis que Vicky le regardait, il brûla son corps. Le feu ne s'éteignit qu'au petit matin. Finalement, il ne resta que le crâne de Charlotte. Graby le jeta dans la rivière Wabash, affirmant qu'il servirait de nourriture aux poissons. Il fit rouler le tonneau jusque dans la rivière. Quand vous entendez tout ça, vous avez beaucoup de mal à en croire vos oreilles. L'histoire de McAllister horrifia la fille de Charlotte. C'était bouleversant. Bien sûr, j'ai beaucoup pleuré au cours des jours qui ont suivi cet événement. Je devais digérer ça, mais c'était tellement horrible. C'était tellement atroce. Je n'arrêtais pas de prier et d'espérer que ma mère n'ait pas souffert. La description que fait Vicky McAllister de l'homicide auquel elle prétend avoir assisté est terrifiante, au point de sembler sortie d'un mauvais film d'horreur. Le témoignage de la jeune femme qui a vendu son bar et quitté la ville est-il crédible? Vicky ne cherche-t-elle pas à se venger de son ex-amant? Il n'y a pas plus en colère qu'une femme éconduite. Elle devait certainement espérer qu'il resterait longtemps avec elle. Sa relation avec lui a duré un certain temps, puis s'est terminée. Et je crois qu'elle en était très irritée. Vicky en était venue à croire qu'elle aurait sa place dans la dynastie des Graby, qu'elle ferait partie de la famille, et qu'elle et Fred vivraient heureux. Il avait certainement essayé de lui faire croire ça pour la séduire. En échange de son témoignage, Vicky reçut l'immunité absolue, une nouvelle vie et une nouvelle identité. Et si Graby était reconnu coupable, McAllister pourrait réclamer la récompense de 25 000 $ offerte par les enfants Graby. Quand il s'agit de la parole d'une personne contre une autre, il est toujours préférable d'avoir des preuves matérielles. Mais il y avait aussi un autre témoin des événements s'étant déroulés 3 ans auparavant. Et ce nouveau témoignage allait permettre de savoir si l'histoire de Vicky McAllister était vraie ou non. L'ex-petite amie de Fred Graby, Vicky McAllister, conduisit la police sur le lieu de la crémation, affirmant qu'elle s'était produite sur les bords de la rivière Wabash, précisément sous cet érable. Mais 3 ans plus tard, on ne retrouva aucun reste dans les environs. J'étais avec un des substituts du procureur d'État qui s'occupait de l'affaire à cette époque. Je lui ai demandé s'il était possible de retrouver les résidus d'essence dans le sol. Plus précisément, à l'endroit où le corps avait été brûlé. Étant donné que les bords de la rivière Wabash sont fréquemment inondés dans la zone de l'érable, des traces de diesel dans la terre auraient depuis longtemps été effacées. Nous avons prélevé des échantillons de terre et ils ont été négatifs, pas de traces de produits pétroliers. Mais une preuve potentielle avait peut-être subsisté. Le vieil érable sous lequel le bûcher avait eu lieu.
Les arbres constituent d'excellents livres d'histoire, parce qu'ils gardent en mémoire tous les événements qui se sont produits alentour. Ils permettent donc de reconstituer tout ce qui a pu se passer autour d'eux. Sur cette photo, le shérif Crumrin se tient à l'emplacement exact où le tonneau était censé se trouver. Y avait-il un moyen pour la science de corroborer l'histoire de Vicky McAllister? Au printemps et en été, les racines transportent de l'eau et des substances nutritives provenant de la terre alentour jusqu'au tronc et dans les branches de l'arbre, alimentant la croissance de ces cellules. Quand l'arbre entre en phase de repos à la fin de l'été et à l'automne, il produit des cellules plus petites et plus denses. Ce cycle produit les fameux anneaux que nous observons lorsqu'on coupe des branches ou un tronc. Chaque anneau indique le passage d'une nouvelle année. Si l'arbre avait absorbé de l'essence provenant du sinistre bûcher, était-il possible d'en retrouver des résidus? Le gasoil est une matière toxique pour les arbres. Il va soit tuer les cellules, soit affecter leur vitesse de croissance, leur métabolisme. Quand il est absorbé par un arbre, il ralentit la croissance des cellules avec lesquelles il entre en contact. Les enquêteurs coupèrent 5 branches de l'arbre et quand ils comptèrent les anneaux de croissance, ils firent une découverte étonnante. En 1981, la croissance de ces branches s'était nettement ralentie par rapport aux années précédentes. Les anneaux de croissance de l'année où Charlotte a disparu étaient bien plus fins que les anneaux précédents. Mais il n'y avait que peu de moyens d'en connaître la cause. Une partie de chaque branche fut réduite en fine poussière et confiée au docteur Donald Dickerson, spécialiste en chimie organique. Dickerson décida de dissoudre les échantillons et de les passer dans un chromatographe gazeux. Les résultats indiquèrent la présence d'hydrocarbures, des composants de produits pétroliers. Encore plus étonnant, seules 2 des 5 branches portaient des traces de pétrole. Celle se trouvant du côté de l'arbre où Vicky avait dit que s'était produite la crémation. Les échantillons provenant de l'autre côté de l'arbre étaient négatifs en hydrocarbures. Certaines espèces d'arbres transportent les substances nutritives de façon plus latérale que d'autres. Les érables tendent généralement à conserver des vénules relativement directes entre les racines et les branches au-dessus. Contre toute attente, et aussi stupéfiant que cela puisse paraître, le principal témoin à charge du meurtre de Charlotte Graby n'est pas un être humain, c'est un arbre. Comme le mouchard d'un camion enregistre les distances parcourues et les pauses que doivent respecter les chauffeurs, l'érable a consigné dans les fibres de certaines de ses branches l'agression qu'il a subie bien des années plus tôt. L'essence utilisée pour brûler la dépouille de la malheureuse a pollué la terre autour de ses racines. Puis, en contaminant la sève et en agissant comme un marqueur, les traces d'hydrocarbures ont fourni des preuves matérielles que peut utiliser le procureur pour poursuivre le suspect. Une démarche scientifique inédite avait donc permis de mettre en évidence une preuve étayant la version de Vicky McAllister, aussi bizarre et horrifiante soit-elle. C'était une sacrée coïncidence. John O'Brien est depuis 40 ans chroniqueur criminel au Chicago Tribune. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu de crime aussi horrible que celui-ci, dans un coin perdu comme Marshall, dans le comté de Clark, en Illinois. Le meurtre de Charlotte Graby était non seulement atroce, mais la façon dont on s'est débarrassé de son corps est à vous glacer le sang. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre incendie mystérieux, une tentative d'évasion de prison ainsi que le meurtre de l'un des enfants Graby allait avoir des conséquences retentissantes sur le procès de Fred Graby.
Fred Graby fut arrêté et inculpé de meurtre au moment même où les scientifiques découvrirent des hydrocarbures dans l'érable, près du lieu où le corps de Charlotte Graby était censé avoir brûlé. Le témoin clé était alors l'ex-petite amie de Fred Graby, Vicky McAllister, qui avait reçu l'immunité en échange de son témoignage. Lors du procès, l'audience fut à la fois fascinée et horrifiée par son récit. La première fois que j'ai entendu parler de ce fameux arbre, c'était au tribunal. Et j'ai pensé, ça prouve vraiment que Vicky disait la vérité sur tout. Les motivations de ce crime? L'argent. Fred Graby n'avait aucune envie de partager le patrimoine familial avec sa femme, même si celui-ci provenait essentiellement de l'héritage qu'elle avait reçu. Je crois que la plupart des terres appartenaient à Charlotte et provenaient de ses ascendants. Fred avait donc beaucoup à perdre. C'est sans doute le fin mot de l'histoire. Si l'avidité était à l'origine de tous ces maux, les racines de l'érable, imprégnées d'essence, allaient quant à elles sceller le destin de Fred Graby. Fred Graby fut reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de sa femme et condamné à la prison à perpétuité sans remise de peine. Dans un étrange rebondissement, la nouvelle petite amie de Fred Graby, Barbara Graham, se présenta un soir à la prison armée d'un revolver et tenta de le libérer. Elle tira à 5 reprises, blessant un policier à la jambe. Un policier réussit à la plaquer au sol et il lui dit « Ne me forcez pas à vous tuer ». Ils ont alors cessé de lutter. Pour ce délit, Barbara Graham fut condamnée à 16 ans de prison. 2 mois plus tard, le domicile que Fred et Charlotte partageaient, ainsi que la maison que leurs enfants Jeff et Cindy avaient construit à côté, partirent en fumée. Les enquêteurs découvrirent que les 2 incendies étaient d'origine criminelle. Je crois que Fred Graby était probablement impliqué. Ce n'est pas lui qui a mis le feu, mais je crois qu'il était impliqué. Nous ne le saurons probablement jamais. Les avocats de Fred Graby firent appel de la première sentence et grâce à un point de détail, ils obtinrent un nouveau procès. 1 mois avant l'ouverture du second procès, le fils de Fred, Jeff Graby, qui avait témoigné contre son père lors du premier procès, fut découvert assassiné en Californie, 3 balles logées dans la poitrine. Nous avons été informés par les autorités de Seal Beach, en Californie, que le corps de Jeff Graby venait d'être retrouvé flottant dans le port. Depuis ce jour, certains pensent que Fred Graby a une responsabilité dans la mort de son fils, bien qu'il le nie. Je ne sais pas s'il avait une influence assez grande pour réussir à envoyer quelqu'un en Californie. Je ne crois pas, mais il y a tellement de choses que j'ignore. Le second procès aboutit au même résultat que le premier. Fred Graby fut reconnu coupable et condamné à 75 ans d'emprisonnement. Je lui ai écrit une lettre en lui disant que je lui pardonnais ses fautes. Je hais ce qu'il a fait, mais je l'aime toujours parce que c'est mon père, si ça a encore un sens aujourd'hui. Personne n'a jamais été inculpé du meurtre de Jeff Graby et aucune trace des restes de Charlotte Graby n'a été retrouvée. Vicky McAllister a réclamé sa récompense, puis quitté la ville aux frais de l'État. Elle continue de craindre que Fred Graby ne trouve un moyen de se venger, même derrière les barreaux d'une prison. L'érable continue à pousser, non loin de la rivière Wabash. Cet érable, qui continue de pousser, était une créature que Fred Graby ne pouvait ni intimider, ni atteindre, ni même détruire. Si certains doutent encore que la nature est l'amie de l'homme, après avoir vu cette émission, ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de la justice. En effet, en l'absence du corps de la victime, et sans la perspicacité du chimiste biologiste qui a analysé l'érable, le procureur aurait été incapable d'établir formellement la culpabilité de Fred Graby.
Sachez encore que durant le procès, des langues se sont déliées. La veuve d'un ami de Graby a relaté la conversation que son mari avait eue avec l'assassin peu après la disparition de Charlotte. Graby aurait menacé de le tuer s'il faisait allusion au meurtre. Par ailleurs, tandis que le cadavre de sa femme brûlait au pied de l'arbre, Graby aurait avoué à Vicky McAllister qu'il aurait déjà tué 3 autres personnes. Un homme qui avait abattu son chien quand il était adolescent et 2 femmes avec lesquelles il s'était disputé. Il semblerait enfin que Fred Graby n'ait pas fait assassiner son fils pour se venger de son témoignage à charge lors de son procès en appel. Un article du Los Angeles Times a révélé que Jeffrey avait sans doute été tué par des malfrats au cours d'une obscure affaire de blanchiment d'argent. Restez avec moi, je vous retrouve après une courte pause. Je suis arrivée devant la maison de Kathleen avec Glenda, Robert et Sandra. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte en appelant Kathleen. Je commençais à avoir peur qu'elle ait eu une attaque ou quelque chose comme ça. Tout d'un coup, Glenda est revenue en courant de l'autre côté, en hurlant « Robert, j'ai vu du sang, il y a une odeur horrible !» On est allé voir dans le cabinet de Kathleen et il y avait une telle puanteur. Ça ne pouvait être que l'odeur de la mort. On ne savait pas quoi penser, mais on a commencé à deviner le contour d'un bras. Malgré tout, on refusait de se rendre à l'évidence. C'était le corps de Kathleen dans le cabinet. C'est aujourd'hui, en fin d'après-midi, que les amis de cette femme ont découvert la scène macabre. Ils étaient là pour une réunion, mais personne n'est venu leur ouvrir. L'une des visiteuses a remarqué du sang sur la porte de derrière. Ils ont regardé par la fenêtre et ont découvert du sang sur le sol. On s'est d'abord concentré sur l'entrée du cabinet. Il y avait des traces de sang sur la porte d'entrée côté jardin, et aussi du sang infiltré dans la serrure. Il y en avait encore sur le paillasson et pas mal d'éclaboussures sur les plantes du côté gauche de l'allée. Le corps avait la tête positionnée vers le coin droit de la pièce et les jambes à l'opposé, donc. Ses vêtements étaient couverts de sang et c'était presque une mare tout autour du corps. À cause de la grande quantité de sang sur le sol, on a dû utiliser des marchepieds pour pouvoir nous déplacer sans contaminer la scène du crime. Il y en avait aussi pas mal dans le lavabo, dans l'évier, sur les robinets. Mais surtout, on a retrouvé un sac plastique plein de traces de sang sur la gauche du lavabo. Sous l'évier, on a découvert un seau avec des serpillères rouges de sang. Tous ces éléments nous indiquaient que l'assassin avait essayé de nettoyer le sang de la victime et le sien qu'il avait laissé dans la pièce. Le corps avait ce qui m'a semblé être des marques de coupure, comme des coups de couteau portés à travers ses vêtements et son soutien-gorge. En réalité, cette vétérinaire de 54 ans qui vit seule avec ses 22 chats et ses 2 chiens a été poignardée à plus de 50 reprises. Vu l'acharnement avec lequel l'assassin avait poignardé la victime, ça ne pouvait être qu'une vengeance personnelle. Ça ne pouvait pas être un simple cambriolage. Le crime avait été commis par quelqu'un qui lui en voulait vraiment.
D'après la police, elle aurait été poignardée à plusieurs reprises. Elle sera morte comme elle avait vécu, en se battant jusqu'au bout. D'après les blessures, elle a été sauvagement poignardée, mais elle a quand même essayé de se défendre. On a plusieurs preuves qui démontrent qu'elle a été attaquée à l'intérieur du cabinet. La fenêtre avait été cassée et le verre brisé était encore sur le sol du garage. Ça voulait tout simplement dire que l'agression avait eu lieu à l'intérieur. Ça signifiait aussi que si l'assassin était venu se cogner contre cette fenêtre, il s'était sûrement blessé. Du coup, on espérait vraiment que ça s'était passé comme ça et que le sang dans la pièce appartenait en partie au meurtrier. Alors que les experts procèdent au relevé des échantillons de sang en espérant que l'assassin a saigné au cours de la bagarre, des vêtements tachés de sang sont retrouvés en dehors de la scène de crime. Au tout début de l'enquête, un sac postal contenant des chaussures tachées de sang est arrivé au centre de tri de Northgate. Un sac qui, de source sûre, avait été ramassé dans les heures précédant la découverte du corps. C'était une piste à approfondir. On a fouillé un grand nombre de boîtes aux lettres situées près de la maison pour finalement trouver du sang à l'intérieur de celle de la poste. Ensuite, on a suivi les traces à partir de la boîte postale. On en a déduit que l'assassin s'était sans doute débarrassé des vêtements sales dans la boîte pour dissimuler son crime. Le sang retrouvé sur les vêtements appartient-il à Kathleen Marshall ou à son meurtrier? La réponse à cette question est primordiale. Tandis que les experts procèdent à des analyses comparatives, les enquêteurs tentent d'établir la liste des familiers de la vétérinaire, car la vengeance personnelle semble être le mobile du crime le plus probable. Les scientifiques de la police sont venus récolter des échantillons de sang sur la boîte aux lettres. Ils ont très vite découvert que les traces de sang les menaient à un entrepôt où on avait cassé une fenêtre, mais également à une cabine téléphonique située juste à côté de la boîte aux lettres. On a ensuite réussi à retracer les appels provenant de la cabine ce jour-là, dont celui au service d'ambulance de Queensland qui avait justement recueilli un blessé ayant une coupure à la jambe. Cette personne a rapidement été identifiée. Elle était encore au Royal Brisbane Hospital. On l'a donc interrogée, mais si on l'arrêtait, ce n'était pas en rapport avec des faits reliés à notre enquête. Mais la police sait que le tueur a forcément laissé sa carte de visite génétique dans le cabinet vétérinaire. 25 échantillons récoltés un peu partout dans la pièce sont envoyés au laboratoire. Ils espèrent obtenir son ADN qui permettra peut-être de l'identifier. Pendant ce temps, les inspecteurs examinent le premier étage à la recherche d'indices supplémentaires. Kathleen Marshall adorait la musique. Elle avait installé un piano dans le salon. Et pendant qu'on fouillait la maison, j'ai remarqué qu'une partition était encore ouverte sur le pupitre. Et en regardant de plus près, j'ai vu que c'était une valse posthume de Chopin et j'ai trouvé ça bizarre. Quelqu'un aurait-il volontairement ouvert la partition à cette page-là? En fouillant la maison, les inspecteurs en sont de plus en plus persuadés. La maison était sans dessus-dessous. Il y avait des journaux par terre, c'était un vrai bazar. Mais ce n'est que plus tard, au cours de l'enquête, qu'on s'est aperçu que c'était la façon de vivre de la victime. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, les animaux qu'elle gardait chez elle ont été récupérés pendant que des volontaires continuent d'inspecter les alentours à la recherche d'indices. La police est prête à entendre tous ceux qui pourraient les aider à retracer l'emploi du temps de Kathleen Marshall pendant le week-end. On a découvert dans la maison son petit carnet de rendez-vous, avec des rendez-vous prévus pour le jeudi. Elle attendait un homme et son chien à 12h30, un rendez-vous professionnel. Et à 13h, elle attendait la visite d'un autre homme pour son chat. On connaissait le nom de l'homme qui avait amené son chien, et il nous a raconté que quand il a quitté le cabinet, il a vu un couple de personnes âgées arriver. J'ai vu un homme descendre la rue en direction de la maison de Kathleen avec un chat siamois dans les bras. Il avait les oreilles dressées. Il le tenait comme ça dans ses bras.
Là, j'ai dit à Kathleen, on dirait bien que c'est ton rendez-vous de 13h qui arrive. Et elle m'a répondu, c'est bien possible. On est parti de la maison et je crois bien que c'est la dernière fois que j'ai vu Kathleen Marshall. Kathleen Marshall. On a donc continué de frapper aux portes du quartier, mais cette fois en demandant si quelqu'un avait un siamois. Ça n'a rien donné. Alors que la police est toujours à la recherche d'un certain John Wilson et d'éventuels témoins ayant vu Kathleen les jours précédant le meurtre, c'est un message sur son répondeur qui va leur fournir l'heure approximative du crime. Tu es sortie, Kat? J'aimerais qu'on se parle avant le concert de ce soir. Essaie de me rappeler. Après avoir écouté son répondeur, on a pu établir avec certitude qu'elle n'avait rappelé personne après 18 heures et qu'elle n'avait répondu à aucun appel téléphonique non plus. Kat, je suis toujours sans nouvelles de toi. Écoute, j'attends encore jusqu'à 17 heures et si tu ne me rappelles pas, ça voudra dire que tu ne viens pas. Apparemment, Kathleen aurait été assassinée ce même jeudi après 18 heures. Le lait et les journaux livrés le vendredi sont restés devant sa porte. Selon le rapport de l'entomologiste, elle serait morte entre 21h le jeudi 26 février et 3h du matin le lendemain. Il faut donc trouver quelqu'un qui aurait eu le temps, le mobile et l'opportunité de tuer Kathleen. Quand j'ai découvert le meurtre, j'ai tout de suite pensé que ça avait une relation avec la Société protectrice des chats du Queensland. Kathleen Marshall est la présidente de cette association, bien qu'elle soit très loin de faire l'unanimité au sein de la société. Comment décririez-vous la Société protectrice des chats? Complètement déconnecté. Ce n'est qu'une bande de fanatiques totalement ingérables. Cette histoire ne serait rien d'autre qu'une lutte de pouvoir entre fanatiques des félins. Vous pensez que le côté excessif de leurs sentiments aurait pu mener quelqu'un au meurtre? Oui. Honnêtement, oui. La Société protectrice des chats du Queensland était beaucoup plus importante que ce que je pensais. Ils avaient beaucoup d'argent grâce à des legs, mais surtout à des dons. On avait reçu pas mal d'argent sous forme de legs. Le plus gros devait représenter 260 000 €, je crois. En parlant avec certains membres de l'association, j'ai appris que ça faisait plusieurs années qu'il y avait des désaccords sur la façon de dépenser le budget. Il y avait deux clans bien distincts. Soit vous étiez dans le camp de Kathleen Marshall, soit dans celui de Virginia Houston. Il n'y avait pas de juste milieu. Grâce à ces révélations, l'affaire prend soudain un cours tout à fait imprévu. Cependant, est-il possible d'imaginer qu'une querelle entre membres d'une association de défense des animaux ait pu conduire à un tel massacre? Car je vous le rappelle, Kathleen Marshall a été lardée de plus de 50 coups de couteau. Quoi qu'il en soit, la police ne néglige aucune piste. D'autant que, peu avant le meurtre, Virginia Houston, la présidente et trésorière de la Société protectrice des chats du Queensland, avait été brutalement démise de ses fonctions. Virginia avait l'air de croire que la société était un peu son bébé. Et je suis persuadée qu'elle a été anéantie quand on l'a renvoyée du conseil d'administration. Dans une enquête criminelle, le mobile est le facteur le plus important pour se faire une idée de l'assassin. Et à ce stade de l'enquête, on avait justement un mobile, à savoir une forte rivalité entre deux personnes, entre deux membres de la Société protectrice des chats. L'une était Kathleen Marshall et l'autre Virginia Houston, deux femmes au cœur d'une lutte pour le pouvoir. Une querelle qui va même tourner au pugilat. 1 mois et demi avant sa mort, Virginia fait irruption au domicile de Kathleen, qui fait également office de bureau de l'association. Kathleen lui a dit de s'en aller, qu'elle ne la laisserait pas entrer. Mais Virginia a rétorqué qu'elle avait le droit d'entrer dans les locaux de l'association. Kathleen a appelé la police, elle leur a dit de venir tout de suite parce qu'il y avait une folle dans sa maison. Pour Rhoda et ses amis, l'identité du tueur ne fait aucun doute.
Juste avant l'arrivée de la brigade criminelle, on a vu une voiture passer et c'était Virginia au volant. J'étais si terrifiée que j'en avais du mal à respirer. L'agent de police s'est approché de nous pour savoir si tout allait bien et Glenda lui a répondu que l'assassin venait de passer en voiture. Mais la haine viscérale de Virginia envers Kathleen a-t-elle pu la conduire jusqu'au meurtre? Je revois encore le légiste me dire que la nature des blessures et que les plaies peu profondes suggéraient que l'assassin pouvait être une personne assez faible, voire une femme. Kathleen Marshall, la présidente de la Société protectrice des chats, s'est battue avec violence contre Virginia Houston quelques semaines avant d'être assassinée. Pour la police, Virginia a donc un mobile et elle en voulait suffisamment à la victime pour la tuer. Voici le suspect numéro 1 dans cette affaire. Pourtant, Virginia Houston s'est rendue parfaitement disponible aux questions de la police. Je n'ai rien fait, je n'ai rien à cacher. Et je serai toujours à la disposition de la police s'ils ont des questions à me poser. Je me souviens, on a interrogé Virginia Houston un vendredi. On est venu la chercher chez elle le matin et on l'a interrogée toute la journée à la brigade criminelle. Je leur ai dit que je pouvais les aider et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai donné beaucoup d'informations sur la société, tout ce que je savais de son fonctionnement interne. J'ai fait mon devoir comme toute bonne citoyenne. Virginia nous a tout de suite parlé de sa haine envers Kathleen Marshall. Elle n'a pas cherché à le nier. Elle n'a pas non plus cherché à nier qu'elle avait des problèmes avec les autres dirigeants de la Société protectrice des chats de Queensland. Elle a enfin reconnu qu'elle était rentrée de force chez Kathleen Marshall. La police s'était fixée sur cette idée de haine, mais je n'ai jamais haï personne dans ma vie. Je n'aimais pas son comportement, la façon dont elle traitait les gens. Mais si on parle de violence, ça ne me ressemble pas. Elle s'exprimait avec aisance. Elle savait ce qu'on allait lui poser comme question. C'était comme si elle avait préparé une réponse pour chaque question. On lui a tout de suite demandé si elle avait tué Kathleen Marshall. Jeff Marsh s'est tourné vers moi et m'a demandé « Vous l'avez tué ?» J'étais pétrifiée. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il me soupçonnait. Je ne voulais pas y croire. Et j'ai commencé à faire non de la tête en me répétant « Mais c'est pas possible !» Et j'ai fini par leur dire « Non, je n'ai rien fait. » J'étais consternée qu'on puisse seulement me poser la question. J'ai toujours été très respectueuse des lois. Je n'ai jamais eu plus qu'une simple contravention. À la fin de l'interrogatoire, elle ne m'avait pas totalement convaincu. Je ne voulais pas l'écarter de la liste des suspects. Les informations et les versions qu'elle nous avait données méritaient d'être approfondies. On a demandé un mandat de perquisition pour sa maison et on l'a fouillé. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de mandat pour perquisitionner chez moi. Qu'ils pouvaient très bien prendre mes empreintes s'ils le voulaient. Madame Houston a admis avoir eu une violente dispute avec le docteur Marshall quelques semaines avant sa mort. Après plusieurs interrogatoires, les autorités ont décidé de fouiller sa maison et sa voiture. On avait des preuves physiques, comme du sang, des cheveux et des fibres. Mais plus important encore, on avait l'arme du crime. Vous voyez débarquer des inspecteurs de police, accompagnés de bénévoles, qui mettent votre maison sans dessus-dessous pour essayer de trouver un couteau ou autre chose. Ça fait un choc. On se demande vraiment ce qui se passe. Mais la perquisition est un échec pour la police. Pas d'arme du crime et aucun résidu de sang provenant de la victime. On n'a trouvé aucune preuve qui puisse relier Virginia Houston au meurtre de Kathleen Marshall. Elle reste pourtant le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et la police vérifie scrupuleusement ses alibis, à commencer par celui que lui a fourni l'homme qui lui tire les cartes, un certain Patrick Hanrahan. Tous les membres de la Société protectrice des chats du Queensland, aussi bien les proches de Kathleen Marshall que ceux de Virginia Houston,
s'intéressait beaucoup au spiritisme. La première fois que je suis allé interroger Patrick Hanrahan, il a refusé de me parler si je ne lui laissais pas tirer les cartes. Selon lui, elle lui dirait s'il pouvait me parler ou non. C'était assez bizarre parce que ni moi ni les autres inspecteurs sur l'affaire ne connaissaient ces pratiques. J'ai dû trouver un collègue qui puisse venir avec moi et qui soit sûr de ne pas éclater de rire pendant l'interrogatoire. Ça a été dur. Mais j'ai fini par trouver quelqu'un qui se retienne jusqu'à ce que j'obtienne ce que je voulais de Patrick. Il fallait absolument qu'on sache. Il était l'alibi de Virginia Houston jusqu'à 16 heures. Il nous a confirmé qu'il avait tiré les cartes à Virginia jusqu'à 16 heures et qu'ensuite, elle l'avait déposé chez le médecin. Il ne l'avait pas revu ensuite. La Société protectrice des chats du Queensland détient-elle la clé du mystère? Le doute est permis car l'association perçoit d'énormes sommes d'argent sous forme de dons et ses principales responsables se vouent une farouche antipathie. La police vérifie tous les alibis de Virginia Houston. Il ne leur reste plus qu'à réinterroger une femme qui affirme avoir été en sa compagnie durant la nuit du meurtre. Corinne Welsh est celle qui a fourni l'alibi de Virginia, si l'on peut dire, entre 17 et 23 heures le jeudi soir, un horaire charnière dans notre enquête. Selon Corinne Welsh, les deux femmes auraient fait le courrier pour la société, mais au cours du second interrogatoire, elle change sa version. Au cours du deuxième interrogatoire, elle nous a finalement laissé entendre que Virginia n'avait pas passé toute la soirée avec elle. Lorsque Kathleen Marshall est retrouvée assassinée, ses collègues et amis ne désignent qu'une coupable possible, Virginia Houston. Je n'aimais pas son comportement, la façon dont elle traitait les gens. Mais si on parle de violence, ça ne me ressemble pas. Virginia fournit à la police des alibis pour l'heure présumée du meurtre de Kathleen. Mais il apparaît maintenant que l'un d'entre eux n'est plus valable. En interrogeant pour la seconde fois tous ceux qui nous avaient fourni des informations sur les faits et gestes de Virginia Houston la semaine précédant la découverte du corps de Kathleen Marshall, on s'est focalisé sur Corinne Welsh. Corinne Welsh était un témoin clé puisqu'elle était l'alibi de Virginia Houston à l'heure présumée du crime dans la soirée du jeudi 26 février. Et au cours de ce contre-interrogatoire, elle a finalement laissé entendre qu'elle n'avait pas passé toute la soirée avec Virginia. Corinne Welsh a-t-elle menti aux policiers pour protéger son ami et lui fournir un alibi? Dans ce cas, les soupçons qui pesaient déjà sur Virginia Houston la désignent plus que jamais comme suspecte. La police envisage de persévérer dans cette voie lorsqu'un appel du laboratoire d'analyse biologique ruine brutalement son hypothèse. Pendant qu'on retraçait la chronologie des événements avec Corinne Welsh, le soir du meurtre, Ken Cox a téléphoné au bureau pour nous dire que le sang retrouvé sur la scène de crime était celui d'un homme. 5 échantillons de sang sur les 25 prélevés dans le cabinet, dont certains provenant de cartons situés sous la fenêtre cassée, contiennent un ADN différent de celui de Kathleen ou encore de celui de Virginia Houston. C'est l'ADN d'un homme. C'était une grande avancée dans l'enquête. Mais si on ne trouvait pas à qui il appartenait, ça n'avait aucune valeur. Tout ce qu'on avait à ce moment-là, c'était le sang d'un homme, mais sans aucun nom à mettre dessus. Je me suis dit qu'au moins on savait dans quelle direction chercher à présent. On devait retrouver un homme qui connaissait la victime de près ou de loin. Maintenant, on avait une cible un peu plus précise. La police pense maintenant que la vétérinaire a été tuée par un homme. Elle a déjà fait faire des prises de sang à plusieurs hommes liés à la société. Puisque l'ADN d'un homme avait été retrouvé, tous les hommes connaissant Kathleen ont été priés de se soumettre à une prise de sang pour des analyses d'ADN. Pour les analyses ADN, on a recensé environ 42 hommes susceptibles d'avoir un lien avec la victime. Ça a été très lent et ça a demandé beaucoup de travail. On a commencé à faire les prises de sang pour avoir l'ADN de tout le monde.
Les échantillons de sang prélevés sur les associés du Dr Marshall vont maintenant être comparés à ceux recueillis sur les lieux du crime. Il devait signer un formulaire où il reconnaissait faire partie des suspects. Et ça donnait « Je reconnais être un suspect dans le meurtre de Kathleen Francis Marshall et j'autorise par la présente le prélèvement de mon sang, de mes cheveux, etc. » Ça pouvait faire ressortir des suspects qui n'auraient aucun lien direct avec Kathleen Marshall. Au départ, bien sûr, j'étais sûr qu'ils nous voyaient tous comme des suspects potentiels, mais après, j'ai compris que c'était justement pour écarter des suspects. Quand on m'a demandé de bien vouloir donner mon ADN, je me suis rendu compte que la dernière chose à faire, c'était de refuser. Ça paraît louche et si vous donnez votre ADN et qu'il ne correspond pas à ce qu'ils recherchent, ils n'ont rien à vous reprocher et vous êtes tiré d'affaire. Mais aucun ADN des suspects ne correspond. La police se rabat donc sur les hommes qui ont compté pour Virginia Houston. Et l'un d'entre eux est son ancien petit ami. On a retrouvé un homme dans une pension de famille près de Fortitude Valley, à qui on a demandé son ADN. Mais il a refusé. On l'a donc pris en filature pendant les jours qui ont suivi son refus et il a fini par cracher sur le trottoir. Ils ont donc été en mesure de récolter son ADN dans le crachat. Il habitait encore la pension de famille et il ne nous aurait fallu que quelques jours avant de savoir si c'était lui ou non. Le lendemain matin, le directeur de la pension nous a appelés pour nous prévenir qu'il attendait un taxi avec ses bagages. Après une petite enquête, on a pu déterminer que le taxi s'était rendu à la gare centrale. Et là, on a appris que le suspect avait acheté un billet Brisbane-Sydney sous un faux nom. À ce moment-là, il était donc devenu l'un des suspects numéro 1 dans cette affaire. C'était un homme qui connaissait Virginia Houston, qui ne voulait pas donner son ADN et qui cherchait à quitter l'État. Kathleen Marshall, une vétérinaire de Brisbane, a été sauvagement assassinée dans son cabinet. C'est tout d'abord Virginia Houston qui est fortement suspectée jusqu'à ce que la police découvre le sang d'un homme sur la scène de crime. Ils sont maintenant sur les traces d'un ancien petit ami de Virginia qui a refusé de donner son ADN. On a fini par l'interpeller, le placer en garde à vue et après quelques heures d'interrogatoire, il a accepté de donner son ADN, ses empreintes, ses vêtements et son sac. Et il nous a dit « Faites toutes les analyses que vous voudrez, vous ne trouverez pas de sang, je n'ai rien à voir là-dedans ». Malheureusement pour nous, son ADN ne correspondait pas à celui de la scène de crime et il n'y avait rien sur ses vêtements qui nous permettent de le situer dans la maison de la victime. Donc on a abandonné cette piste, mais tout ça prend du temps et il a bien fallu quelques jours. Ensuite, on est passé à autre chose. On est retourné chez Patrick Hanrahan pour lui demander s'il était prêt à nous donner son ADN, mais une semaine après, on apprenait que c'était négatif. Disculpé, Patrick Hanrahan évoque au cours de son interrogatoire le nom d'un autre voyant, Andrew Fitzherbert. Ce dernier partage sa vie avec une certaine Ruth Bennett, qui est également membre de la Société protectrice des chats. Détail important, Ruth appartient au camp des amis de Virginia Houston. Tout ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que ça faisait un suspect masculin de plus à exclure. On savait maintenant que Andrew Fitzherbert devait être placé sur la liste des partisans de Virginia Houston de par sa relation avec Ruth Bennett. Il fallait donc qu'on s'assure de son innocence. Mais il reste un autre homme à exclure de la liste des suspects, John Wilson, l'homme qui a pris le rendez-vous de 13 heures pour son chat. On n'a jamais pu mettre la main sur John Wilson. On ne savait pas qui c'était. On a fait paraître une annonce dans la presse en demandant à cet homme de se présenter au poste. Nous aimerions parler à toute personne qui s'est rendue chez Kathleen Marshall la dernière semaine de février 1998, et particulièrement ceux qui auraient amené un animal malade ou blessé. Il ne donnait toujours pas signe de vie. Et ce n'est que le 12 juin que Ruth Bennett est apparue dans le journal, un siamois dans les bras. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à assembler les pièces du puzzle. Ruth Bennett vit avec Andrew Fitzherbert et ils ont un chat siamois.
Les Licciardi avaient justement vu un homme rôder autour de la maison avec un siamois dans les bras. Il devait être à moins d'1 mètre de l'arrière du van, et je me suis dit que si je ratais ma marche arrière, je risquais de le renverser avec le chat et je n'en avais aucune envie. Alors je l'ai appelé pour lui demander de s'écarter de la voiture, mais il n'a ni répondu, ni bougé d'1 centimètre. Il est resté planté là. Il semble que la police ait enfin retrouvé la trace de l'insaisissable John Wilson. Pour confirmer leurs soupçons à son égard, elle doit interroger à nouveau les Licciardi. Wilson est-il bien l'homme qu'ils ont aperçu devant le domicile de Kathleen Marshall? On n'avait aucun cliché de Andrew Fitzherbert dans le fichier de la police du Queensland ou même dans le fichier national. Mais on a appris qu'il s'était fait faire récemment un passeport avec une photo. On en a obtenu une copie et on est allé la montrer aux Licciardi, sous le format habituel de la police. Ils ont demandé de regarder les photos pour voir si on pouvait identifier l'homme. J'ai choisi. Je crois bien que c'était la numéro 9. C'était la photo en bas, à gauche. Mais il y avait quand même une petite différence. Sur la photo, l'homme souriait. Quand je l'avais vu, il faisait tout sauf sourire. Madame Licciardi est parvenue à identifier parmi les photos Andrew Fitzherbert comme l'homme qu'elle a vu devant la maison de Kathleen Marshall le jeudi 26 février. Do you have any grounds at all for associating in any way with this man? Have you had contact with Kathleen Marshall? No. Have you ever met Kathleen Marshall at all under any circumstance? All I know of I have met Virginia Houston. I know Virginia Houston fairly well. Have you ever been to Kathleen Marshall's street or to her house? I don't even know where she lives. Have you ever spoken to her over the telephone? No. Cette dernière réponse vient confirmer les soupçons de la police. Ils savent qu'un appel téléphonique a été passé à Kathleen Marshall du domicile de Andrew Fitzherbert, 2 jours avant la mort de la vétérinaire. Et c'est peut-être ce fameux coup de téléphone qui a servi à prendre rendez-vous pour John Wilson. On lui a dit qu'on pouvait faire le lien entre son domicile et celui de Kathleen Marshall dans les jours précédant le meurtre. Il a tout nié en bloc. On lui a donc expliqué qu'on avait obtenu la preuve en vérifiant les appels téléphoniques. Et là, il s'est mis à trembler comme une feuille, tellement fort qu'il n'arrivait plus à se maîtriser. Yeah, that's right. That's fine, Andrew. No, and that's the case. You're a person that has nothing to lose and everything to gain. And Andrew, all that we're asking you to do is supply a specimen to eliminate you from our inquiries. That's it. That's the bottom line. Got to test Andrew because he made an application to join the Cat Society and he was rejected. So that's caused enough to murder people. No, well, Ruth, we don't know. All we have heard of that. Ruth, all went I mean, we've got alibis for the whole weekend. I appreciate that. I appreciate that. But all I'm saying is we can finish this up in a few minutes. That's all that we're saying to you, Ruth. Well, I think I'm going to say no. No, I am not going to give you samples. I will give you samples if and when. Well, I'm not going to give you samples. It's as simple as that. On l'a placé en garde à vue, mais il a refusé l'interrogatoire et on voyait bien qu'il connaissait tous les trucs de la police pour obtenir de l'ADN. Il n'a quasiment pas bougé d'1 centimètre de sa chaise pendant 6 heures. Il n'est pas allé aux toilettes, il n'a rien bu. Il savait ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour éviter de laisser une trace de son ADN. Le suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre a quitté le commissariat cet après-midi aux côtés de son avocat. Malgré les rumeurs qui le voyaient comme un coupable tout désigné dans le meurtre de la vétérinaire Kathleen Marshall, le suspect a été relâché après un interrogatoire de plus de 6 heures. La police n'aura finalement pas obtenu l'ADN du prévenu après qu'un juge a décidé de rejeter la demande du ministère public pour manque de preuves.
Pour attraper le meurtrier présumé de Kathleen Marshall, la police va donc devoir trouver le moyen d'obtenir son ADN. Andrew Fitzherbert était au départ très loin sur la liste des suspects dans le meurtre de Kathleen Marshall. Mais lorsqu'il est identifié comme étant le mystérieux John Wilson, la police se focalise sur lui. Andrew, vous avez l'air de quelqu'un de raisonnable. Et j'aimerais vous expliquer encore une fois que tout ceci peut être réglé en quelques secondes. Il vous suffit de nous donner un échantillon de votre sang. C'est tout ce dont on a besoin pour vous laisser tranquille et vous écarter une bonne fois pour toutes de la liste des suspects. Écoute, ami, je ne te donnerai pas mon autorisation, c'est aussi simple que ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Pourquoi faisait-il autant de problèmes pour donner son ADN s'il n'avait rien à se reprocher? Il était tant que ça à cheval sur ses principes. Ça n'aurait pas été plus simple de leur donner tout de suite plutôt que de devoir passer par une injonction du tribunal? La police ne peut pas obliger Andrew Fitzherbert à lui fournir un échantillon de son sang pour analyse, à moins de posséder d'autres preuves directes de son implication dans le meurtre de Kathleen Marshall. Elle obtient finalement du juge un mandat pour perquisitionner son domicile. C'est le seul et unique moyen de récolter son ADN et de le placer éventuellement en état d'arrestation. We have a warrant to execute. We'd appreciate if you could put the dog in the back for us while we search the house. Hello, Mr. Fitzherbert. How are you? Well, not bad, but we would prefer that you did not come through the door, thank you. Okay, Mr. Fitzherbert, what's happened is we've got a search warrant for these premises. A search warrant for the premises? Il avait l'air très surpris de nous voir. Il ne s'était pas préparé à une éventuelle perquisition chez lui. In other words, you have a right to remain silent. You understand that, yes? You have the right to contact the solicitor if you wish. Can't you shut that door? Ruth Bennett n'arrêtait pas de nous insulter. Elle n'avait aucune envie de nous voir, et ça faisait déjà plus de 8 heures qu'elle nous voyait. On n'avait pas réussi à obtenir d'injonction de la cour pour prélever son ADN, et elle se croyait harcelée par la police. Pendant la perquisition, on a emporté plusieurs objets personnels d'Andrew Fitzherbert. Il y avait sa brosse à cheveux, sa brosse à dents, sa thé d'oreiller, ses draps, ses chaussettes, sa tasse à café et un mouchoir qu'il avait dans sa poche. Parmi ces objets, c'est justement le mouchoir qui va faire toute la différence. La police obtient enfin son ADN et tient la preuve de sa présence sur le lieu du crime. Ça faisait des mois qu'on essayait de trouver à qui l'ADN appartenait. Il ne nous restait plus qu'à prouver que c'était bien le sien sur le lieu du crime. Andrew Richard Fitzherbert a été arrêté une première fois il y a 2 jours pour avoir refusé de donner son ADN. Mais l'homme de 49 ans avait finalement été relâché après une motion spécifiant qu'il ne donnerait son sang qu'en cas d'arrestation pour meurtre. La scène a eu lieu ce matin alors qu'il s'est présenté au centre de détention provisoire avec son avocat. Certes, l'ADN extrait du mouchoir d'Andrew Fitzherbert est identique à celui trouvé sur la scène de crime. Mais cette preuve est-elle suffisante pour l'inculper? Son avocat ne va-t-il pas argumenter que le mouchoir aurait pu être utilisé par quelqu'un d'autre? En accusant Fitzherbert de meurtre, la police est maintenant en droit de le soumettre à une prise de sang pour établir la vérité. Le sang d'Andrew Fitzherbert correspondait en tout point avec celui retrouvé dans le cabinet de Kathleen Marshall. 17 mois après le meurtre, Andrew Fitzherbert comparaît devant la justice. Ce matin, Andrew Fitzherbert a plaidé non coupable de meurtre. L'avocat général affirme que la preuve la plus accablante repose sur les tests ADN. Le ministère public a montré au jury que le sang de Fitzherbert correspondait à celui retrouvé sur la scène du crime. Les tests ADN affirment que seule une personne sur 14 multipliée par 10 puissance 15 peut correspondre.
Pour les avocats de la couronne, il n'y a aucun doute possible. Fitzherbert est coupable. Si Fitzherbert peut encore affirmer qu'il a saigné dans le cabinet vétérinaire un autre jour que celui du meurtre, une preuve médico-légale va venir définitivement sceller son destin. Le sac en plastique retrouvé dans l'évier du cabinet contenait un mélange de sang de la victime et de celui d'un homme inconnu. Et ce fait prouve bien que l'assaillant et la victime ont perdu du sang au même moment et que ce sang s'est mélangé. L'affaire Kathleen Marshall a tourné au véritable roman policier à suspense. Cet après-midi, le dernier chapitre s'est refermé avec la condamnation de Fitzherbert. Il n'aura fallu que 3h30 au jury pour donner son verdict. Le juge Mackenzie a aussitôt condamné Andrew Fitzherbert à 15 ans de prison. Il a néanmoins reconnu que sans les progrès de la science, il aurait pu s'en tirer. Ils ont eu beau essayer de fournir des preuves de son alibi, les preuves scientifiques comme la présence de son ADN sur la scène de crime, ajoutées au fait qu'il nie tout en bloc, ont suffi à convaincre le jury. Sa condamnation ne m'a pas surprise, mais une chose pareille ne se fait pas sans raison. Alors quel était le mobile du crime? La seule chose qui semblerait à peu près logique, c'est une histoire de chat. Pendant le déroulement de l'enquête, on a découvert qu'Andrew Fitzherbert et Ruth Bennett possédaient 2 chats siamois, Jasper et Zia. Et Zia avait justement disparu quand on a retrouvé le corps de Kathleen Marshall. La chatte attendait des petits. Il lui a peut-être amené la chatte et quelque chose s'est mal passé. On se demande s'il n'aurait pas amené un chat à Kathleen et que le chat se serait échappé. Ils auraient commencé à se disputer et Fitzherbert se serait cogné contre la fenêtre. Et c'est là qu'il se serait coupé. Il y a plusieurs théories différentes sur le crime. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours aussi frustrés. Frustrés d'avoir enduré un tel chagrin et presque un traumatisme de ne toujours pas connaître les raisons de son geste. Je ne suis pas spécialement frustré. Je pense que ce sont plutôt les proches de Kathleen Marshall qui le sont. Ils aimeraient sûrement savoir comment on peut prendre la vie d'une personne pour apparemment une simple histoire de chat. J'aimerais vous dire qu'il y avait autre chose là-dessous, mais tant que Andrew Fitzherbert se taira, on n'en saura pas plus. Cette histoire ne manque pas de soulever un certain malaise. Car vous l'avez compris, l'unique preuve à charge retenue contre Andrew Fitzherbert repose sur la similitude entre son ADN et celui retrouvé sur la scène de crime. Or, le laboratoire qui a procédé aux analyses était connu à l'époque pour avoir commis de nombreuses erreurs, à tel point qu'il n'était pas officiellement accrédité. Lors de son procès, Fitzherbert ne savait pas qu'il avait le droit de demander de nouveaux tests. Et depuis, bien sûr, il les réclame. Il propose même de les payer. Une étudiante en droit, spécialiste des erreurs judiciaires, a également demandé qu'un autre laboratoire indépendant procède à une contre-expertise affirmant qu'en 1999, les tests n'étaient pas toujours fiables. Sa requête a été également rejetée. Nous savons par ailleurs que dans les couloirs de la mort aux États-Unis, nombre de détenus en instance d'exécution ont pu être innocentés grâce à un réexamen des preuves ADN. Autre chose encore, Fitzherbert n'a jamais cessé de clamer son innocence. Il a affirmé n'avoir jamais rencontré la victime ni être allé chez elle. Le soir du meurtre, il se trouvait avec des amis et sa compagne. Au terme de la soirée, Ruth et lui avaient rendu visite à la fille de cette dernière. Le couple était ensuite rentré se mettre au lit vers minuit. Alors peut-on imaginer que Fitzherbert se soit faufilé en pleine nuit hors de sa maison pour aller tuer sauvagement une femme qu'il ne connaissait pas? Pourquoi Kathleen Marshall lui aurait-elle ouvert sa porte? Enfin, dernière question. Si le meurtre avait été commis entre minuit et 3 heures du matin, comme l'affirment les policiers, pourquoi Madame Marshall portait-elle une robe et non un peignoir ou une chemise de nuit? Dans sa hâte de boucler l'affaire,
La police s'est-elle trompée sur l'identité du tueur? Les experts se sont-ils montrés négligents en confiant les analyses ADN du suspect à un laboratoire peu qualifié? Je vous laisse juge d'en décider. En 2014, Andrew Fitzherbert aura purgé sa peine. Et il sera alors bien tard pour rétablir la vérité. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles.